Des carnets de pèlerinage, rencontrer un être, c'est croiser toute l'humanité. C'est aussi être touché, comme le dit la Bhagavad Gita, par le Seigneur qui habite le cœur de tous les êtres. Les vagues du temps roulent le galet des jours jusqu'au silence. Sable d'écume, écume de cristal, la splendeur du voyage. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Tu reconnais les premières strophes du roman d'Arthur Rimbaud, de ce poème roman d'Arthur Rimbaud. Je n'avais pas reconnu. Non. On parle du poète aux semelles de vent comme archétype de l'adolescent, de cette illumination poétique, de cette sensibilité extraordinaire, de ce Mozart du verbe inégalé. Son parcours qui le mène à une saison en enfer, qui le conduit à vouloir traverser cette rive de cette terre à ce monde invisible, et qui se solde par un échec que lui-même affirme. Et puis c'est le départ pour l'Abyssinie, où il d'ailleurs se convertit à l'islam. Il devient Abdallah Arthur Rimbaud, ce que peu de gens savent et qui a été par un temps gommé par l'éducation nationale. Ça faisait un peu tâche. Mais pourtant il expliquait le Coran, il commentait le Coran. D'accord. Donc c'est un parcours plus complexe que celui de ce poète illuminé au marchand d'armes, etc. C'est un peu plus compliqué, un peu plus riche que ça, Arthur Rimbaud. Mais en tout cas, là, on va parler de l'adolescent, de ce désir d'adolescent. C'est pourquoi on en parle aujourd'hui avec toi, parce que tu t'es beaucoup occupé de jeunes. On pourrait dire de jeune Arthur Rimbaud, c'est-à-dire en quête d'idéal, mais qui, sur la route de cet idéal, ont rencontré la drogue, ont pris des chemins de traverse, des fuites, qui les ont conduits à des impasses, et tu t'es occupé d'eux dans les rives du Rhône pendant de nombreuses années pour les aider à redevenir homme, comme tu dis, homme global. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît? C'est intéressant que tu prennes comme prélude à cette discussion un poème de Rimbaud. Moi, le premier livre que j'ai écrit s'appelle D'au-delà, et c'est des poèmes. Donc, j'en ai pas vendu un. C'est la raison pour laquelle je vous en donnerai un tout à l'heure. Mais c'était des poèmes aussi, et le thème d'au-delà rejoint ce que tu disais par rapport à Rimbaud. Et finalement, je vois que je comprends maintenant, là dans l'immédiateté, je comprends que finalement j'ai toute ma vie recherché ça. Après
à travers les trans, les prodiges, tout ce que j'ai écrit, les Au cœur des Aouïas, enfin tous les bouquins que j'ai écrits par la suite, le travail que j'ai fait, euh, entre autres avec les toxicos qui recherchaient certainement eux aussi des états de conscience différés. Euh, et effectivement, ça a été, je pense que ça a été une suite logique. Je vois maintenant que c'était une suite logique, que c'était bien que je fasse ce que j'ai fait par rapport à la prise en charge des jeunes délinquants et drogués, plutôt que de devenir professeur au collège ou à l'université. Donc je comprends maintenant. Merci, tu as éclairé ma destinée. Je comprends un petit peu. Donc oui, donc je pense dans la trentaine, là, j'ai été nommé directeur d'un centre pour toxicomanes, mais qui n'existait pas, j'ai dit, donc de l'imaginer, c'est ça qui était sensationnel comme expérience. Donc on a reçu en 1980 les premiers toxicos un peu de la Suisse, mais ça c'est un phénomène qui se développait rapidement en Europe, donc les retours de Katmandou, enfin tout ça, donc il y a eu des tas de littérature là-dessus. Effectivement, on avait des gars touchés par l'héroïne, beaucoup par l'héroïne, c'était beaucoup l'héroïne au début. Après, naturellement, il y a eu la cocaïne, toutes les drogues synthétiques, etc. Donc j'ai reçu ces personnes et moi j'ai été vraiment interpellé par cette équipe-là. C'était tout nouveau comme phénomène. Personne ne connaissait le phénomène en Valais. Là. Donc, il n'y avait pas d'instance autoritaire qui m'aurait dit fais ceci, fais cela. Donc, je me suis retrouvé, je me suis dit qu'est-ce que je fais voilà, je n'étais pas médecin. Puis bon, j'ai reçu les premiers clients, il y en avait un ou deux, pas plus. Donc, j'avais monté toute mon équipe d'éducateurs. Voilà, mais il n'y avait qu'un ou deux clients. Ce qui ne voulait pas venir, c'était il fallait venir donc volontairement. On demandait de venir volontairement. Et puis à un moment donné, bon, j'aurais dit on va acheter une table de ping-pong, on va faire ceci, etc. Puis finalement, je me suis retrouvé dans une sorte d'ambiance ergothérapeutique, on s'emmerdait, je dis c'est pas possible, qu'est-ce que je fous là? Moi j'arrête, je démissionne, je retourne à l'université, je vais le faire quelque chose. Et puis j'ai pensé soudain à Socrate. Et je me suis pensé que Socrate, finalement, à qui il avait donné son enseignement? Il avait donné son enseignement à des paumés, donné son enseignement dans la rue. Donc j'ai repotassé bien les dialogues, Socrate, platonicien, etc. Donc je me suis réinspiré de Platon, entre autres, hein, de Socrate. Et finalement, je me suis dit, c'est une maïotique qu'il faut faire. Voilà, je dois faire en sorte, je suis un accoucheur, et il faut accoucher de quelque chose de ces gens qui ont certainement un bébé fantastique en eux, tu vois. Mais comment le faire? Alors, petit à petit, a été construit toute cette philosophie tripartite de l'âme tripartite dont on a parlé. Donc, la question que je me posais, mais qui sont ces individus? En fait, qui sont, c'est pas physique, leur problème, c'est donc animique, c'est donc psychique, donc c'est l'âme qui est touchée. Mais c'est quelle partie de l'âme? Est-ce que c'est l'âme sensitive, l'âme végétative ou l'âme intelligible? Après j'ai vu, mais c'est tout à la fois qui est touché, naturellement. Donc j'ai vu que finalement, moi j'étais là pour aider à réharmoniser une âme. Voilà, plus qu'un corps. Naturellement, ça passait par le corps. Ils étaient jeunes en plus. Or, ces personnes avaient naturellement un déficit énorme au niveau culturel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de religion pour la plupart, il n'y avait pas d'études, donc au niveau social c'était assez le désert. Donc je ne pouvais pas leur dire vous devez aller à la messe, ou je fais venir le curé, ou je fais venir ceci, donc c'est pas possible. J'ai dit donc à essayer de trouver une nourriture spirituelle, mais qui soit assez subtile pour qu'ils l'acceptent. Donc j'ai dû passer par la bande, et on a passé par le symbolisme, voilà, auquel ils étaient sensibles. Donc notre action est devenue très symbolique mais efficace. C'est ça qui est intéressant.
Et surtout qu'on a restauré quelque chose de fondamental, c'est les initiations et les rites de passage. Parce que aussi en tant qu'anthropologue, j'étais parti du principe que voilà, il n'y avait plus d'initiation dans notre société. Et comment m'était venue cette idée? Elle m'était venue grâce de nouveau à l'action d'un jeune homme qui un jour était au foyer, m'avait demandé est-ce que je peux partir il ne m'a pas dit en initiation, est-ce que je peux partir en retraite dans la montagne? Alors j'étais un peu embêté parce que c'est un gars qui avait écopé de 12 ans de prison. Il ne les faisait pas à condition de faire la cure chez moi. Mais je me suis dit, si je le lâche, si je le laisse sortir, il risque de se casser. Et moi, je ne le vois plus. J'ai l'air un peu malin, tu vois, vis-à-vis des flics, des juges, etc. etc. Ben, j'ai dit, OK, on essaye. Je l'ai amené dans la montagne. Et j'ai dit, je vais te chercher 3 jours plus tard. Mais il m'a dit, moi, je ne veux pas manger, je ne veux rien, je veux juste boire un petit coup comme ça. Peut-être donne-moi un peu de farine, je ferai peut-être une galette, tu vois, c'était très symbolique, la galette. De nouveau, une sorte d'assai. Je me dis, tiens, c'est bizarre qu'il ne veuille pas manger, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis pendant les 3 jours, il a neigé. Et je me suis fortement inquiété durant le week-end. Je me suis dit, merde, pourvu qu'il ne soit pas gelé là-haut. Je l'avais laissé dans un petit trou, une petite caverne comme ça, sans couverture, sans rien. J'étais le chercher le lendemain. Naturellement, il avait une barbe, il était tout gelé, etc. Mais ce qui m'a surpris, c'est son regard. Ah, Donc, il avait des yeux. J'ai dit, mais ça va? Il m'a dit, extraordinaire. Extraordinaire. J'ai dit, mais t'as pu manger? Il m'a dit, non, tout est mouillé, tu vois. T'as pu boire? Non, je suce la neige, etc. etc. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Mais quoi extraordinaire? Rien, c'était extraordinaire. On est redescendu, et puis un peu plus tard, il y en a un autre qui m'a redemandé de tenter cette expérience, comme ils avaient discuté entre eux. Et en tant qu'anthropologue, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils demandent? C'est des rites de passage. C'est des rites de passage. Et ce qu'ils ont fait dans la toxicomanie, est-ce que ce n'est pas des rites de passage aussi? Mélanger d'hédonisme, de tout ça naturellement. Mais fondamentalement, c'est quoi ce qui se passe? Donc intellectuellement, je suis rentré dans une réflexion méditative profonde et anthropologique sur l'utilité des rites de passage, le fait que notre Occident n'initiait plus depuis des siècles et des siècles. Donc je me suis intéressé après aux populations qui initiaient encore. Je me suis intéressé à être initié moi-même dans certains domaines, etc., pour pouvoir être un peu le leader de tout ce mouvement. Et puis, on a commencé à structurer, à codifier ces initiations par rapport à la tripartition anthropologique de l'âme dont on a parlé. Donc, la première initiation, c'était celle du paysan, la deuxième, celle du chevalier, la troisième, celle du mage ou du philosophe, et la quatrième, celle du roi. Donc, pratiquement, la première impliquait de passer seul 3 jours en montagne ou en forêt, dans les conditions un peu décrites tout à l'heure. La deuxième initiation impliquait de rester 12 à 15 jours seul dans les mêmes conditions, c'était celle du chevalier ou du guerrier. La troisième impliquait de passer dans le désert, une initiation de 7 jours, 8 jours. Et la quatrième, c'est un pèlerinage de Sion à Compostelle. Donc on avait ces 4 initiations-là, en quelque sorte par elles-mêmes, refaçonnaient la façade désagrégée, restructurée par le rite qu'elle impliquait, la démarche qu'elle impliquait, restructurer la personne en souffrance. Donc ces initiations sont devenues très importantes et naturellement toute l'action symbolique au foyer, les rituels du lever, du coucher, par exemple, étaient vécus par ce qu'on appelait l'archer. Donc on se réunissait tous, un archer tiré dans une cible, le matin, le soir, l'archer retiré dans la cible. S'il touchait la cible, eh bien, ça voulait dire beaucoup de choses. S'il ne la touchait pas, il y avait un miroir derrière, il cassait le miroir, ça voulait dire aussi beaucoup de choses. Donc je ne peux pas expliquer ici toute cette symbolique qui est merveilleuse, mais c'est cette symbolique de l'archer qui a aussi structuré un peu tout notre mouvement avec les initiations
et de manière générale, tous les rituels qu'on pratiquait, et surtout les pèlerinages qui se sont déplacés après, donc depuis Compostelle, pour des raisons de tourisme spirituel. Il y avait trop de monde sur les routes de Compostelle, il y avait trop de monde, donc on ne pouvait plus aller là-bas, ça ne nous intéressait plus. Nous, on avait commencé en 1980, donc il y avait peu de monde, c'était encore quelque chose après c'est devenu un peu, il y a eu des gîtes, il y a eu des trucs très organisés. Donc on s'est déplacé dans le désert. Et tous les ans, nous sommes allés dans le désert. Et surtout, on est allé dans le désert dans l'esprit de faire un- comment dirais-je, une quête. Une quête. Donc, nous partions dans le désert chaque année en accomplissant des itinéraires sur une route tout autour de la Méditerranée. Donc, l'idée, c'était de faire le tour de la mer Méditerranée. Mais le tour de la mer, de nouveau, ça avait quelque chose de symbolique, il fallait le comprendre. Donc, il fallait faire le tour de la mer. Donc, on partait depuis Sion. Sion, je ne sais pas si vous avez vu, quand vous êtes arrivé, il y a un château, il y a le château de Valère et le château de Tourbillon, merveilleux château. Dans le château de Valère, il y a une tradition qui dit que c'est là que le Graal se sera arrêté. Donc, on est parti du château de Valère, Compostelle, traverser le Maroc à pied, la Mauritanie à pied, le Mali à pied, l'Algérie, remonter à l'Algérie jusqu'à Tamarasset à pied, passer la Libye avec Kadhafi à l'époque, c'était super, l'Égypte, et comme là il y avait nos amis d'Israël qui n'aimaient pas beaucoup les passeports qui avaient été tamponnés dans les pays arabes, donc on n'a pas pu passer en Israël, mais on a envoyé quelqu'un par de l'autre côté pour qu'il ferme la boucle depuis Israël jusqu'à Sion. Donc il a été créé pendant une vingtaine d'années une sorte d'ambiance générale et symbolique dans ce foyer, qui était comme une parenthèse, un temps entre les temps que moi j'ai vécu. Donc c'est très difficile à expliquer à des personnes peu sensibles à tout ça, parce que ça a l'air complètement fou. Mais finalement, la cure thérapeutique se faisait pour la plupart lors de cette marche dans le désert, de ce pèlerinage où l'on quêtait le Graal. Alors naturellement, pendant les 15 ans, 20 ans qu'on a fait ça, moi je suis le seul, parce qu'étant le directeur et le plus vieux, là, donc j'ai pu faire tout le tour. Mais certains jeunes faisaient qu'une année, d'autres jeunes faisaient 2 ans de suite, d'autres 3 ans, donc tout le monde n'a pas fait tout, mais tout le monde participait finalement à cette table ronde qui réunissait des, des personnages en quête, des chevaliers, qui avaient décidé une bonne fois pour toutes de s'engager et de trouver le Graal. Voilà. Donc, cette thérapie en fait que j'ai vécue, en fait, c'est l'énonciation d'un récit imaginal, mais qui n'est pas imaginaire, qui est imaginal, c'est-à-dire que moi-même, un homme sérieux quand même, tu me connais, dans le désert, je ne savais plus qui j'étais réellement. Moi, des fois, je me disais, mais peut-être qu'on ne rentrera jamais. On est les veilleurs, on est devenus les veilleurs du monde, de tout. Alors, voilà, je ne pensais plus à mon rôle de directeur, de trucs comme ça. Chacun s'est investi dans son personnage, et c'est la raison pour laquelle chacun s'était donné un nom, X, Y, Z, de chevalier ou pas, mais c'est pour ça, la raison pour laquelle on m'appelle Merlin, et voilà, moi je devais enchanter, et les autres, bon, avaient leur mission particulière aussi. Donc tout ça c'est ce qu'était la cure aux rives du Rhône, comme on l'appelait. Une sacrée cure. C'est Oui, c'est une sacrée cure. un parcours extraordinaire. On voit aujourd'hui marcher 10 jours. Là, c'était absolument engageant. Ce que tu dis me touche beaucoup. Tu sais que j'ai fait beaucoup de scoutisme. J'étais président du scoutisme français. Et ce qu'il y a, et des scouts musulmans,
Ce qui a joué dans le scoutisme, c'est précisément que Baden-Powell a compris ce que tu as dit et qu'il a remis en fait, sans le dire explicitement, mais ce ne sont que des rites de passage. Mais oui, Louveteau, éclaireur, pionnier, compagnon, quand même. ce ne sont que des rites, Que de, des rites de passage passage. qui structurent l'être Ouais. et qui ont été copiés sur ce qui se faisait avant. Mais oui. C'est parce qu'il a observé ces tribus, Exactement. qu'il a vu le bienfait et qu'il avait vu ces jeunes perdus à l'ombre qui tournaient en rond, il les a remis dans cette ambiance. Sinon que cette partie initiatique manquait, évidemment. S'il avait pu amener à sa méthode, qui a été un succès extraordinaire, Ouais, combien de jeunes, ouais. moi le premier, ont trouvé un équilibre, une force dans cette rencontre avec soi, avec les autres, avec la nature. S'il avait pu mettre cette dimension initiatique dont tu parles, on aurait eu un mouvement extraordinaire. Mais c'était déjà fantastique. Tu te rappelles, on recevait les totems. Toi, tu avais un totem ou bien tu te Oui, rappelles oui, de ton totem? Tu te souviens, toi, du totem que tu avais reçu? C'est ça, on te donnait un nom aussi. En tout cas, moi, je me rappelle que j'avais reçu un totem. On parlait du totem, d'ailleurs. C'est oui, clair que oui, c'était oui, c'était inspiré quand même des traditions oui. tu vois, Des quand même, Zoulous, d'Amérique du Nord ou ailleurs. et des Zoulous aussi d'Afrique du Sud. Il a été Ouais. beaucoup inspiré par les. Non, mais c'était génial le scoutisme. Baden-Powell, il a fait une Oui. superbe œuvre, j'ai trouvé. Oui, le nom de totem, c'est un nom initiatique. C'est exactement ça. Ouais. Sinon que l'époque était trop verrouillée par les églises, quelles qu'elles Ouais, donc soient. il devait être prudent peut-être aussi. Absolument, trop verrouillée par les églises et la doxa des églises qui était à cette époque assez intégriste finalement, Ouais, au ouais. sens resserré sur eux-mêmes. Et ça nous amène dans cette expérience des rives du Rhône à ces jeunes qui ont pu trouver un chemin. Et par rapport aux autorités, parce que ce que tu as mis en place est quand même non pas marginal au sens vulgaire du mot, mais différent de la vision habituelle, de la thérapie, de l'engagement avec des jeunes. Comment ça a été perçu par les autorités, entre guillemets? Bon, moi je pense que ce qu'on a vécu pendant 20 ans, 30 ans, ce que j'ai vécu, parce que je dois parler pour moi, mais j'ai quand même encore beaucoup de personnes avec lesquelles on communique. Mais ce que j'ai vécu pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une parenthèse dans l'histoire, c'est un temps dans les temps. Je sais que ce temps entre les temps, ça s'est passé dans certaines civilisations aussi, où il y a un moment, entre autres dans la nôtre, avec la parenthèse médiévale, je pense entre le fin du 11e, 12e, moitié du 12e. Donc il y a quelque chose qui rentre dans notre temps chronologique. C'est comme s'il y avait une fissure où les archétypes peuvent revenir et se rendre efficaces. Tu vois? Et il y a tout un monde, comme le dit Corbin, un monde imaginal, pour ne pas dire imaginaire, parce qu'il faut bien préciser que c'est très réel, un monde imaginal qui est reconstitué. Ce fameux monde du milieu dont on parlait qui a disparu, puisqu'on ne veut plus... ce fameux monde du milieu qui donne le sens finalement à nos activités très pratiques et très matérialistes. Donc finalement, ces personnes que j'avais, c'était des personnes qui avaient justement plus de sens. Plus de sens. Par exemple, l'héroïnomane, qu'est-ce qu'il recherchait l'héroïnomane à travers l'héroïne? Alors, c'est clair que l'héroïne, l'effet de l'héroïne, ça te fait planer, ça te calme. C'est Fudoshin, ça te donne la paix. Donc, dans la démarche de l'héroïnomane en prenant de l'héroïne, il y avait une tentative de rentrer dans la paix, donc une sorte de mystique. C'est un peu con de dire ça, mais j'ose le dire, une sorte de mystique.
Qu'est-ce que faisait le cocaïnomane avec la cocaïne? Le cocaïne, elle fait l'effet contraire. Elle excite, elle te transfigure en une sorte de héros qui n'a plus peur de rien. Donc le cocaïnomane, qu'est-ce qu'il recherchait? C'est l'archétype du héros ou de l'action. L'autre, c'était l'archétype de la contemplation. Donc, et puis je ne parle pas des autres ordres comme le shit, par exemple, qui lui était l'archétype du chaman. J'avais trouvé un archétype, finalement, pour chaque drogue matérielle. Donc chacun recherchait à travers sa drogue ce qu'il n'arrivait pas à atteindre à travers une démarche initiatique. Donc l'idée très logique, c'est de remplacer la drogue par la démarche initiatique spécifique pour chacun. C'était ça. C'est logique. Alors, c'est clair que dans notre monde du XXe, XXIe siècle, dans ces structures sociétales qui étaient contre-initiatiques, qui ne comprenaient rien à tout ça, c'était comme envoyer une bombe dans la mare, tu vois. C'était fou. Donc, mais je pense que j'ai bénéficié de conjonctions très favorables envoyées par le ciel, c'est-à-dire que j'avais des amis bien placés, chez les juges, dans la police, dans le gouvernement. Et ces amis m'ont fait confiance. Je ne pense pas qu'ils tous aient compris beaucoup ce qu'on faisait, mais on disait, quand on disait, oui, mais c'est une secte, ils me défendaient, ils répondaient, mais non, c'est Albrecht, c'est comme ça, tu vois, c'est Albrecht. Donc j'ai eu très peu de problèmes jusqu'à un certain moment où il y a eu en Suisse une initiative qui a été lancée pour distribuer de l'héroïne gratuitement aux toxicomanes, ou de la méthadone, c'est-à-dire il y avait en Suisse des shootoirs où les gens pouvaient aller se shooter. Alors j'ai naturellement me suis opposé à ça, et je me suis aussi opposé à la chef du pays, la présidente de la Confédération, et qui essayait de me couler par la presse, où je suis apparu pendant une semaine comme un gourou. Tu vois, le gourou, chef de secte et des trucs comme ça. Donc c'est clair que j'ai dû fermer ma gueule. Donc au niveau politique, j'ai arrêté, je ne me suis plus jamais exprimé. Et puis j'ai continué comme ça jusqu'à ma retraite, donc ça a bien été. Suite à ma retraite, mon successeur n'a pas duré longtemps, il a fait couler le bateau après 3, 4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans peut-être, tu vois. Mais pourquoi? Il a d'abord arrêté les initiations, il a arrêté la symbolique, donc il a évidé toute sa substance. Oui, de l'esprit et finalement, il a fermé parce que... Et le corps est mort. Voilà, le corps est mort. Ben oui. Voilà, mais autrement, je dois dire que c'est vrai que c'est une aventure, cette histoire des rives du Rhône, je n'en reviens pas maintenant. Oui, c'est assez exceptionnel quand tu prends un peu de recul. Oui, moi je ne reviens pas, je dis. Et en plus que tout ça s'est coulé, tu vois. Il n'y a plus rien. Oui. Il n'y a plus rien. Il y a des histoires absolument dingues qui sont passées. Une initiation, par exemple, c'était pour un jeune qui était là, c'était la 4e initiation, il pouvait choisir ou d'aller à Compostelle ou de faire une ascension. Il a choisi de faire une ascension qui est la face nord de l'Eiger. Donc, un 4000 ? C'est un 4000, mais cet Eiger, on l'appelle l'ogre. Parce que c'est une paroi où quand tu rentres, tu ne peux plus ressortir. Donc, et ce mec-là, il n'avait jamais fait de montagne. Oh. Donc, on l'a entraîné avec des guides 3 mois avant, etc. Et finalement, bon, ils étaient 2, ils sont arrivés en haut, il y avait deux jeunes avec 2 guides. Mais ce qu'il y a de fantastique, c'est que c'est un exploit de faire la face nord de la guerre encore maintenant. La presse n'en a jamais parlé. Ben oui. Les journalistes, parce que c'était trop. C'était trop. Non, mais c'est trop. C'est comme si tout d'un coup on te filme, toi, oui, elle est ta petite Hollande, et après elle va faire dans 2 mois, tu fais la face nord. C'était trop. Donc il y a eu des trucs comme ça. Moi-même, je n'ai pas compris, mais comment est-ce possible qu'ils soient arrivés en haut? Tu vois. Bon, maintenant c'est terminé, c'est terminé. Comme tu disais tout à l'heure, il faut sortir du kata. Quand on rentre dans le kata, on doit sortir du kata au début. Il faut sortir. Le labyrinthe, tu parlais du labyrinthe. Oui, mais c'est une aventure exceptionnelle.
C'est une aventure exceptionnelle. C'est exceptionnel, ouais. Quelque chose. Génial. Et beaucoup de jeunes ont quand même pu retrouver, parce que tu parles d'efficacité, il faut bien entendre, ça veut dire que beaucoup de jeunes ont repris un chemin de vie, parce qu'ils étaient sur un chemin de mort. L'héroïne, ça ne pardonne pas, ou rarement. Oui, il y a quand même beaucoup, on a quand même eu 2000, 3000 personnes, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en tout cas réintégrées, tu vois, qui n'emmerdent plus le monde, déjà la société avec des drogues et des trucs comme ça, il y en a pas mal. Et naturellement, plus la personne arrivait à faire d'initiation, c'est-à-dire si elle arrivait à faire tout le cursus des 4 initiations, plus le succès était assuré. Il y a beaucoup de personnes qui ne restaient pas longtemps, tu vois, restaient une initiation, elle ressortait, elle rechutait, tu vois, c'était aussi fonction du nombre de temps que tu avais à travailler, toujours la même chose. Voilà, ça a été un temps fantastique. Et puis tous ces pèlerinages qu'on faisait dans le désert, quand on rentrait les mois d'hiver ou les mois où il faisait trop chaud dans le désert, donc les mois d'été plutôt, on avait une série d'artistes qui finalement illustraient à travers la sculpture, la peinture, le vitrail, illustraient le voyage qu'on avait fait. Comme soit il y avait dans les grimoires, par exemple, on écrivait l'aventure en écriture imaginale, poétique, mais tout en lettres gothiques, tu sais, comme dans les manuscrits anciens. On confectionnait des tables, une table ronde, on confectionnait des vitraux, on confectionnait on écrivait des chants, tu vois, qu'on rechantait nous. Donc, ce pèlerinage, il dynamisait finalement toute la vie de la cité, tu vois, qui était effervescente de créativité et de beauté. À tel point que parfois, on n'osait plus aller chanter dans les églises pour les gens normaux. Certains nous disaient, mais vous chantez, c'est pas votre rôle de chanter bien comme ça. Tu vois, c'était presque un crime de lèse-majesté que des toxicos et des crapules se mettent à chanter comme des chors professionnels. Donc on a fait, si vous aimez la musique, je vous donne des CD aussi. On a gagné le disque d'or de la musique sacrée en Suisse. 500 000 exemplaires vendus. Je ne sais pas si je vous donne après parce que ça a été un moment, puis après on n'en a plus vendu. Alors là, bon, moi j'ai toujours quelques CD, je vous donnerai. Vous écouterez chanter dans ces disques. Vous aimez la musique sacrée? Oui, bien sûr. Tu vois, donc mais il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Alors, les sympathisants trouvaient extraordinaire, et puis les non-sympathisants, c'est une secte. Bien sûr. C'est une secte. Tout ce qui dépasse l'horizon mental, en tout cas de la mentalité moderne, effectivement est toujours qualifié de secte. Alors des sectes, ça existe, bien sûr. Bien sûr que ça existe. Et la mentalité moderne est peut-être la première secte, parce qu'elle ne se regarde pas elle-même. Elle ne se regarde pas elle-même. Elle a fabriqué, à travers ses écoles, une façon de voir, une façon de comprendre le monde qui s'annonce libre. Mais où est la liberté quand on rentre dans ce système scolaire? C'est une énorme secte. Mais oui, c'est une énorme c'est une fabrique. Et Bourdieu, des grands intellectuels ont quand même compris ça, qu'il s'agit d'une vaste supercherie des classes dominantes pour former et déformer les enfants, pour les faire rentrer dans un système, ce qui est la définition de la secte finalement.